Jean-François Toussaint qui est avec nous. Bonjour professeur. Vous êtes directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Vous êtes professeur de physiologie à l'Université de Paris. Professeur, tout d'abord, la même question que je pose aux scientifiques, évidemment, que nous recevons. Les chiffres, les indicateurs de l'épidémie, en tous les cas, ne sont pas bons, ce qui est dit. Comment vous analysez la situation actuelle, celle que nous connaissons en ce moment ? Eh bien, écoutez, ce que l'on voit, c'est qu'on a connu une deuxième phase automnale qui était importante dans les régions qui n'avaient pas été touchées au printemps. C'est essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes qu'une grande partie en l'ouest français, Bretagne, mais aussi Charente jusqu'aux Landes, n'ont pas été touchées par ni la première ni la seconde vague. Donc, on a des raisons là pour lesquelles on peut s'interroger sur l'importance nationale des mesures qui sont prises. Et puis, on a des pays et des départements. On fait la même analyse sur l'Europe de l'Est par rapport aux départements de l'Est en France. Ceux qui ont été extrêmement touchés au printemps voient une réaugmentation de 25% seulement au cours de cette phase automnale. De la même façon, les pays de l'Est de l'Europe qui n'avaient pas été touchés du tout vont au contraire avoir une augmentation de 20 fois la mortalité, le nombre de contaminations. Donc une phase, si vous voulez, qui a été expansive au printemps, qui s'est arrêtée avec l'été et qui reprend à l'automne là où elle s'était arrêtée. Et on voit que les deux conditions, la saisonnalité d'une part et l'immunisation collective, l'immunisation naturelle en population qui s'est fait en particulier par exemple dans le Haut-Rhin qui a connu une deuxième phase extrêmement faible par rapport à celle du printemps, montre qu'il existe des mécanismes qui sont en place, qui sont en cours et qu'il faut comprendre pour les intégrer dans les décisions. Professeur Toussaint, vous avez été très sceptique, souvent avec les mesures décidées par l'exécutif, en tous les cas sur le confinement. Là, compte tenu de la situation, on pourrait aller en tous les cas vers un recul de l'allègement du confinement. Qu'en pensez-vous? Là, on a une stratégie qu'on a appelée du stop and go, du va-et-vient, et qui se fait dans un temps là qui est très très raccourci avant les fêtes. Oui, et on ne sait pas du tout sur quels éléments véritablement ils vont reposer. On a vu que les démonstrations actuellement ne reposent que sur des modélisations dont le principal responsable nous a expliqué la semaine dernière qu'elles étaient fragiles, quelles en étaient les limites, quelles ont été les erreurs, par exemple, sur l'appréciation de septembre qui a conduit à ce deuxième reconfinement. On voit là que nous sommes en phase de confinement et que pourtant des mécanismes sont à l'œuvre pour réaugmenter le nombre de contaminations. Donc on ne comprend pas alors que le confinement devrait faire son plein effet. Et donc on a probablement un cas qui, s'il dépend bien des conditions, ce qu'a montré une grande étude publiée la semaine dernière dans Frontières en santé publique, si c'est dépendant des conditions de température et donc de la saisonnalité, on est parti sur des phases qui vont durer jusqu'au mois d'avril. Mais une question qui vous est posée, professeur, par Elisabeth Lévy sur notre plateau. Bonjour. En fait, quand je vous entends, j'ai le sentiment que ce qu'on fait finalement a assez peu d'impact. C'est-à-dire que l'épidémie suit son cours naturel d'épidémie et que nos mesures jouent à la marge, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est ça que vous nous dites ou est-ce que je comprends mal ou je comprends ce que je veux ? C'est la grande question qui se pose, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'étude scientifique de rapport bénéfice-risque du confinement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tirage au sort, de randomisation, de groupe contrôle qui permettent de dire on prend un pays et on compare un pays équivalent, ou on prend une ville, on divise en deux et on tire au sort ceux qui vont être confinés, ceux qui ne le seront pas. On n'a pas eu la démonstration scientifique. Donc ça ne repose que sur des modélisations et ce rapport bénéfice-risque n'est pas établi. Ce que l'on voit dans cette étude dont je parlais, dans Frontières en santé publique, c'est que si on fait la totalité des pays du monde concernés par l'épidémie de SARS-CoV-2, eh bien, il n'y a pas de relation entre le taux de mortalité et la nature du confinement. Et l'un des exemples en Europe les plus évidents, c'est celui de la Suède qui n'a pas confiné, la France qui a confiné, et résultat, c'est assez équivalent. Il se passe à nouveau en Suède une deuxième phase, qui est une phase automnale, sans qu'il y ait pour autant de surmortalité dans ce pays. Et c'est à peu près ce que l'on voit en France actuellement, avec une surmortalité un peu plus importante dans notre pays. Professeur Toussaint, les vaccins à présent, c'est désormais presque un rituel, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais à chaque fois, on pose la question à un professeur, un scientifique, un médecin. Est-ce que vous-même, vous allez vous faire vacciner ?
Alors, on voit bien que là, nous sommes dans un manque de données très important. Alain Fischer, qui est une des très grandes voix en immunologie en France, montre toute la prudence qui est la sienne. On sait que Eric Combe, ce matin sur France Inter, annonçait lui aussi sa perplexité par rapport à ce recul. On a des effets qui sont annoncés, très importants. On n'a pas la certitude pour l'instant, puisque les chiffres ne sont pas encore publiés. Je pense qu'Alain Fischer sera le premier à les avoir. Et avec toute la prudence qui est la sienne, on voit que ce démarrage des campagnes va devoir prendre en compte tout ce qui se fera en Angleterre, puisqu'ils vont démarrer très tôt, mais aussi, et là, on n'aura aucune certitude avant plusieurs mois, de ce que sont les effets secondaires de long terme éventuels. Mais professeur, pardonnez-moi, Eric Combe a dit qu'il se ferait vacciner. Après, j'allais vous poser quel type de vaccin, et je vous repose ma question. À vous entendre, vous semblez me dire non. En tout cas, peut-être que vous allez attendre avant vous-même de vous faire vacciner. C'est sur quel type, Moi, je suis très favorable à l'ensemble des vaccinations quand elles ont amené là encore, la réalité de leur rapport bénéfice-risque. La question ici est celle de la population à protéger. On ne sait pas s'il y a des effets majeurs et si l'immunosénescence, c'est-à-dire la perte des capacités de réponse immunitaire avec l'âge, alors que ce sont les personnes les plus à risque dans cette maladie, vont bénéficier pour autant de cette couverture vaccinale dont on sait pour la grippe, par exemple, qu'elle n'est pas toujours évidente d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que vous nous dites... concrètement, pour vous, professeur, que le vaccin à base d'ARN messager, qu'on interroge beaucoup, pour vous, pour l'instant, ce n'est pas conseillé. En tous les cas, pour vous-même, vous ne vous feriez pas vacciner avec ce type de vaccin. Bien, la seule certitude que l'on a actuellement, c'est celle des données qui ont été publiées. Et donc c'est sur cela que se justifie, et je le suis complètement, la position d'Alain Fischer qui dit il faut avoir la prudence de comprendre et de donner en toute transparence ce que sont les résultats de ces analyses. Si on en est maintenant à plus de 100 000 personnes qui ont été inscrites dans les campagnes d'essais thérapeutiques et préventifs pour ces vaccins de toutes sortes. On n'a pas vu encore de grandes démonstrations d'effets néfastes de grande ampleur, pas du tout. Après, en population, lorsqu'on lancera sur plusieurs millions de personnes, voire sur plusieurs milliards, puisqu'il est prévu d'aller dans l'ensemble des pays proposer cette vaccination, là, on ne sait pas du tout ce que seront les enclenchements de ces... Et donc ça, c'est, là encore, le rapport bénéfice-risque qu'il faut pouvoir établir pour chacune des mesures qui sont prises. Merci beaucoup, professeur Jean-François Toussaint. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes en direct sur CNews. À la fois, donc, dans votre argumentaire, la question sur notre situation épidémique et puis cette question importante de la modélisation pour bien connaître et bien appréhender notre situation. Et puis, les vaccins, avec de plus en plus ce qu'on commence à entendre comme petite musique, si je puis dire, c'est une différenciation entre les différents... la diversité des vaccins. Bon, nous ne sommes pas des spécialistes des vaccins. Déjà, est-ce qu'il est envisageable quand même que les grands labos qui jouent leur réputation ça tout vous de même... écoute, il est encore avec nous. Est-ce qu'il est envisageable que ces grands labos qui jouent leur réputation sur ces affaires, vous imaginez, je veux dire, si un de ces vaccins s'avère dangereux, je ne donne pas cher des actions et du reste de toutes ces entreprises qu'ils mettent sur le marché des produits... Alors, je ne parle pas de leur efficacité, je parle de leur innocuité, je parle de leur danger éventuel. Est-ce que ça, c'est envisageable qu'ils mettent sur une telle échelle ces produits sur le marché? Professeur Toussaint. Très clairement, là, on a eu une course extrêmement rapide qui est à mettre justement au compte de l'investissement massif qui a été fait dans le domaine scientifique et médical. Et c'est unique dans l'histoire de la vaccinologie. On a vu aussi qu'un certain nombre de règles avaient donc du coup été adaptées pour cette question d'urgence, en particulier dans la réglementation européenne, que ce point-là maintenant nécessite qu'à chaque fois on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas ces effets de moyen terme. Or, les effets de moyen terme et de long terme, on ne les saura qu'à terme, justement, c'est bien le problème. On voit l'innocuité actuellement et on aura très vite, avec les premières campagnes qui vont se dérouler en Grande-Bretagne par exemple, un retour rapide sur cette innocuité qui va être essentielle dans le débat.
Peut-être. En tout cas, ce qui me frappe aussi dans l'argumentaire du professeur Toussaint, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure autour de cette table, c'est-à-dire c'est vrai qu'on n'a pas l'entièreté de la littérature scientifique. Et d'ailleurs, le professeur Toussaint le dit, reprenant ce qui a été dit par Alain Fischer, monsieur Vaccin. C'est vrai, nous ne l'avons pas, mais est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce que c'est le processus a été normal testé sur les soldats américains pendant la guerre, et ça leur a d'ailleurs permis, une fois qu'ils étaient blessés, de revenir beaucoup plus vite au combat. Si vous voulez, vous avez depuis le début, on dit on est en situation d'urgence et on est là avec nos règles. Un peu de précaution. Alors donc vous, citoyens et responsables, par exemple, Caroline, vous dites, attendez, le rapport bénéfice-risque, il faut un moment savoir équilibrer les choses. Peut-être deux messages par rapport à ce que vient de nous dire le professeur Toussaint. Un que je ne partage pas. Enfin, voyons, on aurait commandé 200 millions de doses en France, à peu près l'équivalent au Royaume-Uni. Et on l'a fait comme ça, par hasard, sans avoir de certitude. Mais c'est déjà arrivé. Attendez, où on nous prend pour des branquignoles, où on a de l'amateurisme éclairé comme jamais dans ce pays. Ça, c'est la première chose. Et je ne suis pas convaincu que ce soit le message qu'il faille faire passer aujourd'hui. La deuxième chose, et c'est une question peut-être à partager avec le professeur Toussaint, si je peux me permettre, j'ai entendu, et on le voit bien dans l'Ouest, où on a, je dirais, de la positivité inférieure, vous l'avez dit, professeur, par rapport à d'autres territoires. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire de la territorialisation dans notre pays? Parce que là, on voit bien qu'on a un déconfinement ciblé qui est plus efficace que lors de la première vague, entre guillemets. Peut-être que c'est le moment de le faire. Et pour le faire, adossons-nous aux préfets et aux maires qui sont les premiers concernés. C'est logique, professeur ? Bien sûr, c'est tout à fait l'importance qu'il faut maintenant détailler. On voit bien que sur ces régions qui ont des histoires de la maladie très différentes de celles de l'Alsace, de la Moselle, de la Savoie, ces aspects-là n'ont pas été pris en compte dans les décisions qui ont mis sur un pied d'égalité l'ensemble des territoires. Or, c'est pourtant dans ces domaines-là qu'il faut pouvoir comprendre ce que sont ces différences. Maintenant, sur la question première que vous posiez, là, je ne fais que reprendre une fois de plus les conduites de prudence que sont celles du professeur Alain Fischer, en qui j'ai toute confiance parce que c'est là encore un de ceux qui est les plus éclairés dans ce domaine, et je suppose qu'il sera le premier à avoir l'ensemble des données qui seront nécessaires à la décision. C'est quand même embêtant qu'il ne les ait pas d'ailleurs. Monsieur Mendes, député de la majorité qui vient vous de parle Moselle, aussi, justement. et de la Moselle. Vous parlez de territorialisation aussi, dans le sens où le vaccin, aujourd'hui, on part du principe qu'on doit donner à des personnes de plus de 65 ans, le personnel soignant. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir en termes de territoire? Je prends l'exemple de la Moselle, qui est le territoire le plus touché du Grand Est et un des territoires les plus touchés de France. On a passé 1150 morts depuis le début de la première vague au début avril, ce qui veut dire que pour un département un peu plus d'un million d'habitants, c'est très très fort et c'est très dur. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire par territoire? Et moi j'ai une autre question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation avec les études qui avaient été faites sur le fait qu'une partie des Français avaient des difficultés à se soigner, à pouvoir manger correctement? D'ailleurs, nous, dans le Grand Est, on a été fichés l'année dernière par l'Observatoire national de la politique de la ville, où dans nos quartiers populaires, on avait un taux de mortalité plus rapide en fait que le reste de la France et que les grandes villes. Est-ce qu'il peut y avoir une corrélation entre les deux? Moi, j'ai demandé à l'ARS de voir s'il y avait corrélation ou pas. Est-ce que d'après vous, il y a corrélation ou pas? Parce qu'on parle beaucoup des âges, mais on ne parle pas de du côté social et des personnes, des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Est-ce que ça correspond simplement à un âge? Ou alors ça correspond aussi potentiellement à de la pauvreté, étant donné qu'on sait que des personnes avec des difficultés financières ont souvent des comorbidités parce qu'ils se nourrissent moins bien ou ils consomment énormément d'alcool. Par exemple, ce n'est pas un cliché, mais les chiffres le montrent. Donc est-ce que pour vous, il y aurait volonté d'aller voir un public plus cible au-delà des 65 ans et de passer plutôt sur une catégorie aussi sociale en difficulté et territorialiser les territoires, du moins répondre territorialement parlant au niveau de la vaccination sur les territoires qui sont les plus touchés, type la Moselle, la Savoie, l'Île-de-France ou la région lyonnaise? Intéressant. Votre réponse? Oui, bien sûr, ce seraient des points très importants pour faire une réponse appropriée pour chacune des situations, chacun des territoires. Il semble être beaucoup plus important de tenir compte de tout cela. Maintenant, ce que l'on voit sur les critères, sur le dernier rapport de Santé publique France du 3 décembre,
La médiane au décès est toujours la même, de 84 ans. Donc ce sont les personnes les plus âgées qui sont les premières à décéder de cette pathologie. Les personnes à haut risque maintenant, métabolique, cardiovasculaire, ça n'a pas changé au cours de cette deuxième phase. C'est donc bien toujours la même agression virale qui est présente. Maintenant, les questions des critères sociaux, elle est évidente quand on regarde les études qui ont été faites aux États-Unis, par exemple, entre le Bronx et le centre de Manhattan. Pour New York, qui a été l'un des États les plus touchés et l'une des villes qui a le taux de mortalité le plus élevé. Et c'est aussi le cas entre, par exemple, le 93 et le 75, donc à Paris, par rapport à ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. Il y a des gradients qui sont des gradients socio-économiques très importants, mais qui ne sont pas spécifiques du Covid. C'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer comme ils s'appliquent sur les autres pathologies à celle-ci. Et donc, on va avoir des effets dont il faut tenir compte, mais qui ne sont pas renforcés. Et le critère, par contre, massif, c'est celui du risque économique maintenant, ces effets de long terme du confinement notamment, qui vont avoir des effets socio-économiques majeurs et qui vont aggraver ces situations-là. On l'a vu pour les patients cancéreux, on l'a vu pour les patients métaboliques, et tout ça, sujet important. Laurent Jacobelli vous interpelle également. Oui, justement, professeur, bonjour. Moi, j'aimerais avoir une réponse qui ne soit pas une réponse politique, justement, à une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs, de cafetiers ne peuvent pas ouvrir, mais en même temps, des cantines d'entreprise sont ouvertes. On nous conseille de faire des réveillons à 6. Alors, c'est pas une obligation, hein, c'est un conseil, mais on autorise des manifestations où il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues, souvent sans masque. Est-ce que finalement, les mesures que l'on impose à certains suffisent pour réduire les risques que d'autres finalement laisseraient encourir? Autrement dit, est-ce que si demain matin, comme nous le demandons, on rouvre les restaurants et les cafés, si on lâche un peu la bride, est-ce que les conséquences sanitaires seraient aussi terribles qu'on nous le promet, ou est-ce qu'on serait à un juste dosage finalement entre le risque social, le risque sanitaire et je dirais le risque mental? Là encore, la question des difficultés, des limites des modélisations, qui avait prévu une deuxième vague plus haute que la première, très bien expliquée dans l'article de la semaine dernière par Simon Cochemez, montre bien qu'on a eu d'immenses difficultés à produire ce que sont les démonstrations ni des endroits où se passe vraiment la contamination, ni des risques à pouvoir le faire. Et donc on a actuellement des centres commerciaux qui sont bondés, des sites dans les grandes métropoles qui sont avec des très hautes densités, dans lesquelles on le sait très bien, même avec le port du masque, qui reste parmi les premiers gestes barrières à maintenir, on a une continuité de la propagation sans qu'on sache vraiment si les salles de sport, les restaurants, les salles de théâtre ou de musique vont être vraiment celles et ceux qui vont avoir le taux de contamination. Donc là, on a l'impression qu'il y a une désignation qui n'a pas été faite sur des critères scientifiques absolus, parce qu'il s'agit principalement d'une seule étude. Je vous interromps, mais pourquoi il n'y a pas eu en France, il n'y a pas en France quand même d'études scientifiques sur les principaux lieux de contamination? Aux États-Unis, il y en a une, et ça correspond à la population et au mode de vie américain. Et pourquoi nous, en France, nous n'avons pas cette étude, tout simplement? Il paraît que la CNIL y est pour quelque chose. Qu'en pensez-vous? C'est une des grandes questions qui reste ouverte maintenant pour 2021. Il va falloir faire ces études, il va falloir faire les démonstrations, là encore, des bénéfices et des risques de chacune des mesures qui sont prises. Il va falloir comprendre comment, dans notre et sur notre territoire, des gradients aussi importants, soit localement entre la Bretagne et Saint-Étienne, ou dans le temps entre Mulhouse au mois de mars et Mulhouse au mois de décembre, pourquoi ces différences sont si importantes? Il y a manifestement des choses qui doivent être déclenchées de façon, une fois de plus, à guider correctement les bonnes décisions. Oui, mais alors, moi j'ai lu dans un article excellent d'ailleurs du Point qui reprenait un peu toutes les décisions absurdes, qui était même assez rigolo, il faut bien le dire, que c'était la CNIL en fait, donc qui avait empêché l'utilisation d'un certain nombre de données pour faire ces études. Et on se retrouve là, si vous voulez, devant notre incapacité à faire bouger même, pour des raisons d'urgence et notre monstre administratif, ses autorités en tous sens. Alors c'est très bien, c'est pour protéger nos libertés, mais en l'occurrence, il y a beaucoup de libertés qui sont restreintes. Moi, je suis frappée quand même. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était le Quand le professeur Toussaint dit on n'a pas fait d'études scientifiques du rapport bénéfice-risque du confinement,
Si on a, pardon de parler d'une troisième vague, malheureusement c'est un risque, et peut-être un troisième confinement, alors qu'on ne sait pas le rapport bénéfice-risque. Enfin, Mais comment vous l'étudiez si vous pouvez pas dire on va confiner la moitié de Paris et pas l'autre pour pouvoir comparer en fait. Non, mais on ne pourra pas faire des choses simples. Des choses Par Et exemple. malgré tout, autour Par de nous, ils font exemple, pareil. Par exemple, vous feriez quoi? Eh ben, moi, tous les matins, j'ai le nombre de cas dans l'hôpital intercommunal de Poissy-Saint-Germain. Tous les après-midi, j'ai, avec la direction de l'hôpital, le nombre. Commençons par faire par département. Et puis, on verrait, comme l'a dit le professeur Toussaint, On l'a pas, peut-être pour l'instant, on l'a pas. Ou alors, Si, il faut on une les volonté. a. Mais, Nous, par exemple, nous, de notre côté, les chiffres ARS sont publics. Je veux dire, on les a tous les jours, on a les chiffres mis à jour. Mais j'entends des bien, mais à ce personnes moment-là- arrivées Bah, alors, à ce testées, arrivées en hospitalisation, en Mais, urgence. Monsieur le député, et alors les personnes en réanimation. allons plus loin dans le pacte de confiance. Le professeur Toussaint nous dit que, typiquement en Bretagne, que je connais bien, on a un indice qui est très inférieur. Pourquoi pas ne lâcher un tout petit peu la bride en Mais Bretagne? il a dit autre chose. Ah, je Il a crois dit que aussi qu'il y a des vous territoires qui vouliez- n'avaient pas du tout été touchés, qui d'un seul coup ont Mais été j'entends touchés. bien. Si on prend Saint-Etienne, Non, c'est mais le cas. j'entends bien, mais parfois, Et à l'inverse, ce qui s'est passé chez nous dans le Grand Est au mois de mars et au mois d'avril n'est plus équivalent en fait Mais chez là vous, au mois on de a- novembre. je peux me chez vous, permettre. on a une explication. En revanche, Non, est-ce on n'en a qu'on pas. Bah si, c'est un peu c'est ce que le professeur a dit. Il c'est qu'il y avait. n'y a pas d'immunité Ah, collective. On n'est C'est pas ce qu'il a passé de dit, c'est 60%. c'est pas ce On que n'a pas le passé de professeur Toussaint a dit. On Dans tous les cas, réagit- l'apparition en revanche on dans un réagit endroit où il peut-être n'y avait différemment pas, ça, aussi. c'est une- C'est vrai. Avant de prendre des décisions qui vont mettre, on nous dit, entre un tiers et 50% des restaurateurs sur la paille, on aurait pu quand même faire des études. Moi, je suis quand même choqué ce soir d'apprendre que des gens qui ont investi leur vie dans un commerce vont demain apprendre que peut-être, tout ça n'a servi à rien. Mais on le Ça sait n'a depuis pas le début. protégé Peut-être une que ça vie. n'a servi à Donc, rien. c'est Les pays terrible. autour de nous sont en train de faire exactement la même chose. D'ailleurs, Non, l'Allemagne je suis revient. désolé, sur les Je vais commerces, remercier pas du tout. Je vais L'Allemagne est en remercier train de le professeur tout Toussaint repousser. parce d'accord avec qu'il monsieur est resté Lopez, avec d'accord. nous plus Ouais. que prévu. Professeur, peut-être le mot de la fin. On vous écoute. Oui, non, je pense qu'effectivement, ce sont des questions qui vont rester ouvertes et auxquelles il faut apporter absolument des réponses parce que, comme je vous le disais, cette phase qui est une phase automnale, hivernale, va perdurer jusqu'au mois de mars. Donc, on va être sûr des stratégies qui ne sont pas optimales. Les stop and go ne sont pas la bonne. Et il faut au contraire faciliter les questions et les réponses scientifiques affirmées. Exactement, avec des études évidemment pour étayer tout ça. Merci encore, professeur Toussaint. Merci d'avoir répondu à nos questions.